La Constitution iroquoise, dit par Émile Berlerme. En février 2025. La vérité est un bien public, donc un service public. La Constitution de la Confédération iroquoise, Kayanerikowa, Gayanashagowa, ou la Grande Loi de la Paix. 1. Je suis Dekanavida, et je plante l'arbre de la Grande Paix avec les chefs de la Confédération des 5 nations. Je le plante sur votre territoire, Adodaro, et la nation Onondaga. Sur votre territoire, à vous les gardiens du feu. J'appelle l'arbre le grand pin blanc. À l'ombre de cet arbre de la grande paix, nous étalons le contenu blanc et doucereux de la fleur de chardon, sur lequel vous pourrez vous asseoir, Adodaro et vos cousins chefs. Nous vous plaçons sur ces séants, parsemés des graines blanches de la fleur du chardon, là, sous les rameaux grandissants de l'arbre de la paix. De là, assis, vous pourrez contempler le feu du Conseil de la Confédération des 5 nations, où toutes les affaires des 5 nations seront traitées, devant vous, Adodaro et vos cousins chefs, et ce par les chefs de la Confédération des 5 nations. 2. Des racines ont poussé de l'arbre de la Grande Paix, une vers le nord, une vers l'est, une vers le sud et une vers l'ouest. Le nom de ces racines est les grandes racines blanches, et leur nature est la paix et la force. Tout homme de toute nation, hors des 5 nations, qui obéirait aux lois de la Grande Paix et ferait connaître ses dispositions au chef de la Confédération, pourra alors remonter les racines de l'arbre, et si son esprit est pur, et s'il promet d'obéir aux souhaits du Conseil de la Confédération, alors il pourra être autorisé à venir se protéger sous le grand pin blanc. Nous plaçons un aigle en son sommet, qui est capable de voir au loin. S'il voit le mal dans le lointain, ou tout danger menaçant de s'approcher, il préviendra immédiatement les gens de la Confédération. 3. J'ai moi-même, ainsi que les autres chefs de la Confédération, placé ma confiance en vous, Adodaro, et les cousins chefs Onondaga, pour que vous preniez soin du feu du Conseil des 5 nations, et que vous le protégiez. Quand quelque chose doit être décidé, et que le Conseil de la Confédération n'est pas en session, un messager devra être dépêché, soit vers Adodaro, soit vers Onon-Wireton, ou Skanavati, gardien du feu, ou vers leur chef de guerre, avec un descriptif complet de l'affaire à être débattue. Ensuite, Adodaro appellera ses cousins chefs pour se rassembler, et décider si l'affaire requiert l'attention du Conseil de la Confédération. Si c'est le cas, Adodaro devra envoyer des messagers pour demander que tous les chefs de la Confédération se rassemblent sur l'arbre aux longues feuilles. Lorsque les chefs se rassemblent, le feu devra être allumé, mais pas avec du bois de marronnier, et Adodaro ouvrira le conseil de manière formelle. Ensuite, Adodaro et ses cousins chefs, gardiens du feu, annonceront le sujet de la discussion. La fumée du feu du conseil doit monter dans le ciel, sans discontinuer, de façon à ce que les autres nations, qui peuvent être alliés, puissent voir le feu du Conseil de la Grande Paix. Adodaro et ses cousins chefs sont en charge de maintenir le feu du Conseil. 4. Vous, Adodaro et les 13 chefs cousins, devrez pieusement maintenir l'endroit au plus propre autour du feu du Conseil, et vous ne devrez pas permettre à la saleté ou à la poussière de s'y accumuler. Je dépose pour vous ici une longue aile comme balai. Comme outil contre les créatures au sol, je dépose un bâton afin que vous puissiez les écarter du feu du Conseil. Si vous échouez à les chasser, alors appelez à votre aide le reste des chefs unifiés. 5. Le Conseil de la nation Mohawk sera divisé en 3 parties comme suit. Tekari Hoken, Ayonwata et Shade Kariwade sont la première partie. Sharen Owane, des Yongwen et Ogren Regowa sont la seconde partie. Des Hen Nakrine, Akshta Wenseremta et Shoshko Arowane sont la troisième. La troisième partie ne doit faire qu'écouter la discussion entre les premières et secondes parties. Et si une erreur est commise, ou si le processus est irrégulier et faussé, elle doit le mentionner.
Lorsque l'affaire est traitée régulièrement par les deux parties, elle doit confirmer la décision de celle-ci et renvoyer l'affaire aux chefs Sénéca pour leur décision. Quand les chefs Sénéca ont décidé en accord avec les chefs Mohawks, l'affaire ou la question sera alors renvoyée devant les chefs Cayuga et Oneida, du côté opposé de la maison. 6. Moi, Dekanavida, nomme les chefs Mohawks à la tête de la confédération des 5 nations iroquoises. La chefferie Mohawk est la fondation de la Grande Paix, et ainsi il devient une offense à la grande loi de la paix de passer des mesures au Conseil de la Confédération après que les chefs Mohawks aient protesté contre. Aucune réunion du Conseil de la Confédération ne pourra être légitime sans que les chefs Mohawks ne soient présents. 7. À chaque fois que les chefs de la Confédération doivent se rassembler pour tenir conseil, les chefs Onondaga doivent ouvrir les débats en exprimant leur gratitude envers leurs cousins chefs et leur souhaiter la bienvenue, et ils doivent s'adresser et remercier la terre où les hommes vivent, les ruisseaux, les étangs, les sources et les lacs, remercier le maïs et les fruits, les herbes médicinales et les arbres, remercier les arbres de la forêt pour leur utilité, les animaux qui nous apportent la nourriture et nous fournissent leur fourrure pour nous habiller. Remercier les vents dominants et les vents mineurs, les orages, le soleil, ce puissant guerrier, la lune, remercier les messagers du Créateur, qui révèlent ses souhaits et au grand Créateur qui habite les cieux, qui donne toute chose utile aux hommes, qui est la source de vie et le pourvoyeur de santé. Alors, les chefs Onondaga déclareront ouvert le conseil. Le conseil ne doit pas se tenir après la nuit tombée. 8. Les gardiens du feu devront formellement ouvrir et fermer tous les conseils des chefs de la Confédération, et ils devront réviser tous les sujets qui auront été débattus par les deux côtés, et rendre leurs décisions. Chaque chef Onondaga, ou son adjoint, doit être présent à chaque réunion du Conseil de la Confédération, et doit être d'accord avec la majorité sans désaccord flagrant, de façon à ce qu'une décision unanime puisse être rendue. Si Adodaro ou un de ses cousins chefs sont absents du Conseil confédéral, un autre gardien du feu peut ouvrir et clore les débats du Conseil. Mais les gardiens du feu présents ne doivent pas prendre de décision, sauf si le sujet débattu est de petite importance. 9. Toutes les affaires du Conseil de la Confédération des 5 nations doivent être conduites par les deux corps combinés des chefs de la Confédération. En premier lieu, la question à étudier sera passée aux chefs Mohawk et Sénéca, puis cela sera discuté et passé aux chefs Oneida et Cayuga. Leurs décisions seront alors transmises aux chefs Onondaga, les gardiens du feu pour décision finale. Le même processus devra être suivi lorsqu'une question est menée devant le Conseil par un individu ou un chef de guerre. 10. Dans tous les cas de figure, la procédure doit être comme suit. Lorsque les chefs Mohawk et Sénéca ont pris une décision unanime sur une question donnée, ils rapportent leur décision aux chefs Cayuga et Oneida, qui devront délibérer sur la question et rapporter une décision unanime aux chefs Mohawk. Les chefs Mohawk rapporteront alors les positions sur l'affaire aux gardiens du feu, qui prendront une décision la plus juste en cas de désaccord entre les deux corps, ou confirmer la décision des deux corps, si elle est identique. Les gardiens du feu doivent alors rapporter leur décision aux chefs Mohawk, qui en feront l'annonce en session ouverte du Conseil. 11. Si, à cause d'une mauvaise compréhension ou par obstination de la part des gardiens du feu, ils rendent une décision différente de celle des deux corps, ces deux corps devront reconsidérer l'affaire, et si leurs décisions sont conjointement les mêmes qu'auparavant, ils devront les rapporter aux gardiens du feu, qui seront alors obligés de valider leur position commune. 12. Lorsqu'une affaire se présente devant les chefs Onondaga, gardiens du feu, pour discussion et prise de décision, Adodaro devra introduire le sujet à ses camarades chefs, qui devront alors en discuter au sein de leurs deux corps. Chaque chef Onondaga, sauf Onon Wireton, devra délibérer, et ne devra que seulement écouter. Quand une décision unanime aura été atteinte par les deux corps de chefs des gardiens du feu, Adodaro devra notifier Onon Wireton du fait qu'il devra la confirmer. Il devra refuser de confirmer une décision si elle n'a pas été prise unanimement par les deux côtés des gardiens du feu.
13. Aucun chef ne devra poser une question au corps des chefs de la Confédération lorsqu'il est en train de discuter une affaire, une question ou une proposition. Il ne peut délibérer qu'à voix basse avec le corps séparé de la chefferie dont il est membre. 14. Lorsque le Conseil des chefs des 5 nations se réunit, il devra appointer un porte-parole pour la journée. Le porte-parole devra être un chef Moho, Onondaga ou Sénéca. Le jour suivant, le Conseil devra nommer un autre porte-parole. Le premier porte-parole pourra être reconduit si personne ne s'y oppose, mais le tour de porte-parole ne devrait pas être étendu au-delà d'une journée. 15. Aucune personne ou nation étrangère intéressée dans l'affaire, la question ou la proposition débattue ne peuvent avoir la parole dans le Conseil de la Confédération, sauf pour répondre à une question que leur poserait le porte-parole des chefs. 16. Si des conditions se présentent dans le futur demandant un additif ou un changement de cette loi, le cas devra être considéré méticuleusement, et si une nouvelle direction semble nécessaire ou serait d'un quelconque bénéfice, la proposition de changement devra être mise aux voix, et si adoptée devra être intitulée « Ajout au cadre de la loi ». Droits, devoirs et qualifications des chefs. 17. Un certain nombre de rangées de coquillages colorés, wampum, chacun d'une longueur de 2 envergures de bras, doivent être donnés aux familles des femmes dont provient le titre de chef. Le droit de maintenir le titre sera héréditaire dans la famille des femmes possédant légalement les wampum. Et ceux-ci seront les preuves et symboles que les femmes de la famille ont le droit de propriété du titre de chef pour l'avenir. Ceci est sujet à certaines conditions mentionnées ci-après. 18. Si un chef de la Confédération néglige ou refuse de siéger dans un conseil de la Confédération, les autres chefs de la nation dont il est membre devront faire la requête à leur chef de guerre qu'ils demandent aux femmes qui ont nommé ce chef coupable de défection à siéger, de requérir la présence du dit chef au conseil. S'ils refusent, les femmes gardiennes du titre devront immédiatement sélectionner un autre candidat pour le titre. Aucun chef ne recevra plus d'une requête pour assister au conseil de la Confédération. 19. Si à quelque moment que ce soit, il devient manifeste qu'un chef de la Confédération n'a pas ou plus en tête le bien-être du peuple, ou désobéit aux règles de la grande loi de la paix, les hommes ou les femmes de la Confédération, ou les deux conjointement, devront venir au Conseil et faire vilipender le chef errant par son chef de guerre. Si la plainte du peuple au travers du chef de guerre n'est pas prise en considération la première fois, elle devra être répétée encore une fois. Ensuite, si le cas n'est toujours pas pris en compte par le chef, une troisième plainte et un avertissement devront être donnés. Si le chef incriminé refuse d'entendre raison, l'affaire devra aller devant le Conseil des chefs de guerre. Les chefs de guerre devront alors démunir le chef errant de son titre, en ordonnant aux femmes en charge du titre de le faire. Lorsque le chef est répudié, les femmes devront notifier le Conseil des chefs au travers de leur chef de guerre, et les chefs de la Confédération devront entériner l'acte. Les femmes sélectionneront alors un autre de leurs fils comme candidat, et les chefs devront l'élire. Celui qui sera choisi devra être intronisé suivant l'étiquette de la cérémonie appropriée. Lorsqu'un chef est répudié, son chef de guerre devra s'adresser à lui en ces termes. Ainsi toi, tu as ignoré les avertissements des femmes de ta famille. Tu as jeté les avertissements par-dessus tes épaules pour t'en débarrasser. Regarde la resplendissance du soleil, et dans sa pleine lumière, je te retire ton titre, et enlève les emblèmes sacrés de ton titre de chef. J'enlève de ton front les bois de cerf qui furent le symbole de ta position, et la preuve de ta noblesse. Je te destitue maintenant et rends les bois aux femmes dont ils sont l'héritage. Le chef de guerre s'adressera alors aux femmes du chef destitué et dira « Mère, j'ai maintenant destitué votre chef. Je vous rends donc l'emblème du titre de chef, et vous en reprenez donc possession. » S'adressant de nouveau au chef destitué, il dira « Comme je viens à l'instant de te destituer et de te décharger de tes responsabilités, tu n'es maintenant plus un chef. Tu devras continuer ton chemin seul. Le reste du peuple de la Confédération ne te suivra pas, car nous ne reconnaissons pas la mentalité qui t'habite. »
Comme le Créateur n'a rien à faire avec l'erreur, il ne viendra donc pas te sauver du précipice de destruction auquel tu t'es toi-même condamné. Tu ne pourras jamais plus être rétabli dans la position que tu as occupée auparavant. Ensuite, le chef de guerre devra s'adresser au chef de la nation à laquelle appartient le chef destitué et dire « Vous savez, vous les chefs, que j'ai maintenant retiré les bois de serre du front d'eux, le symbole de sa position et la preuve de sa grandeur, les chefs de la Confédération n'auront alors plus d'autre choix que de reconnaître la mise au ban du chef qui a offensé. » 20. Si un chef de la Confédération des 5 nations devait commettre un meurtre, les autres chefs devront se rassembler à l'endroit où gît le corps et se préparer à répudier le chef criminel. S'il est impossible de se rencontrer sur la scène du crime, les chefs devront alors discuter de l'affaire lors de la réunion suivante du Conseil de leur nation et requérir que leur chef de guerre répudie le chef coupable du crime et de mettre un terme à la transmission du titre par les femmes de sa famille et de faire transférer la lignée du titre dans une famille sœur. Le chef de guerre devra s'adresser au chef coupable de meurtre en ces termes. Ainsi toi, tu as tué, nom de la victime, de tes propres mains. Tu as commis une grave faute aux yeux du Créateur. Regarde la resplendissance du soleil, et dans sa lumière, je retire de ton front les bois de serre, symbole de ta position et preuve de ta noblesse d'esprit. Je te destitue donc, et te chasse, et tu dois maintenant partir immédiatement du territoire des 5 nations, et ne plus jamais y revenir. Nous, de la Confédération des 5 nations, retirons de plus aux femmes de ta famille la lignée de la chefferie dont elles sont les gardiennes, parce que le titre très ancien de chef n'a jamais eu pour intention de s'unir avec l'effusion de sang. Par conséquent, cela ne peut plus être leur héritage par le mal que tu as fait. Elles perdent cet héritage à tout jamais. Le chef de guerre devra alors donner le titre à une famille sœur et s'adresser à elle de cette façon. Nos mères, écoutez attentivement tandis que je m'adresse à vous d'une affaire de la plus haute importance. Je vous transmets dorénavant un titre très ancien de chef, car une grande calamité est tombée sur lui aux mains de la famille d'un ancien chef. Nous avons toute confiance que vous, nos mères, le garderez toujours et mettrez toujours en garde vos chefs de leurs responsabilités et de leurs devoirs pour qu'ils conseillent leur peuple de toujours vivre dans l'amour, la paix et l'harmonie et qu'une grande calamité ne survienne plus jamais. 21. Certains défauts physiques peuvent rendre un chef de la Confédération incapable de siéger au conseil de celle-ci. De tels défauts peuvent inclure l'extrême jeunesse, l'idiotie, la cécité, la surdité, la stupidité et l'impotence. Lorsqu'un chef de la Confédération est affecté d'une de ces conditions, un adjoint devra être dépêché par ses sponsors afin qu'il agisse pour lui. Mais en cas de nécessité extrême, le chef handicapé peut exercer ses droits. 22. Si un chef de la Confédération désire résilier son titre, il devra le notifier au chef de la nation de laquelle il est membre. Si ses collègues chefs refusent sa démission, il ne pourra pas quitter ses fonctions. Un chef qui se propose de démissionner peut recommander un successeur, recommandation qui sera reçue par les autres chefs. Mais à moins que les femmes détenant le titre ne soient d'accord, le candidat nominé ne devra pas être accepté. 23. Tout chef de la Confédération des 5 nations peut faire des ceintures wampum de quelque taille ou longueur que ce soit, comme promesse ou mise en archive, de sujets d'importance nationale ou internationale. Lorsqu'il est nécessaire d'envoyer une ceinture wampum par un chef de guerre ou un autre messager comme preuve d'une requête de participation, le messager devra réciter le contenu de la ceinture au récipiendaire du message. La personne devra répéter le message et rendre la ceinture, et s'il a eu requête de comparaître, il devra commencer les préparatifs de son voyage. Chaque personne membre de la Confédération des 5 nations peut utiliser une ceinture wampum pour archiver une promesse, un contrat ou un accord, et le protocole d'échange deviendra officiel pour les deux parties. 24. Les chefs de la Confédération des 5 nations seront tout le temps des guides, mentors, du peuple. L'épaisseur de leur épiderme devra être de 7 envergures de bras, ce qui veut dire qu'ils devront être imperméables à la colère,
aux provocations et à la critique. Leurs cœurs devront être remplis de paix et de bonne volonté, et leurs esprits emplis du désir profond du bien-être de leur peuple et de celui de la Confédération. Avec une infinie patience, ils œuvreront à leur devoir, et leur fermeté devra être tempérée par leur tendresse envers leur peuple. La colère et la fureur ne pourront pas entrer dans leurs esprits, et tous leurs mots et actions devront être empreints de calme délibération. 25. Si un chef de la Confédération essaie d'établir quelque autorité que ce soit, indépendamment de la juridiction de la Confédération de la Grande Paix, qui est les 5 nations, il devra être mis en garde 3 fois en conseil ouvert. La première fois par les femmes de la famille de son titre, la seconde fois par les hommes de la famille, et finalement par les chefs de la nation de la Confédération à laquelle il appartient. Si le chef offensant est toujours obtus, il devra être démis de ses fonctions par le chef de guerre de sa nation pour avoir refusé de se conformer aux lois de la Grande Paix. Sa nation devra alors installer à sa place le candidat nominé par les femmes détentrices du titre dans sa famille. 26. Il sera du devoir des chefs de la Confédération que de temps en temps, et comme l'occasion le dicte, d'agir comme des guides spirituels pour leur peuple et leur rappeler les maux et désirs de leur Créateur. Ils devront dire « Écoutez de façon à ce que la paix puisse continuer dans le futur. Écoutez toujours les mots du grand Créateur, car il a parlé. Peuple uni, ne laissez pas le mal entrer dans vos esprits. Le grand Créateur a parlé et la cause de la paix ne pourra pas vieillir. La cause de la paix ne pourra jamais mourir si vous vous rappelez le grand Créateur. Tous les chefs de la Confédération devront parler de la sorte afin de promouvoir la paix. 27. Tous les chefs des 5 nations doivent être honnêtes en toutes choses. Ils ne doivent rien cacher, ne doivent pas médire, mais doivent être des hommes possédant des qualités honorables qui en font de véritables royannés, chefs. Il sera dit que ce sera une grande faute que de mener un chef vers des affaires triviales, car les gens doivent toujours tenir leur chef en grande estime par le respect de leur personne et de leur position. 28. Quand un candidat à la chefferie doit être instauré, il devra fournir 4 ceintures wampum d'une longueur d'1 bras, liées ensemble à chaque extrémité. Ceci constituera la preuve de son serment au chef de la Confédération, qui vivra en accord avec la Constitution de la Grande Paix et exercera la justice et l'équilibre en toutes choses. Lorsque le serment est donné, le porte-parole du Conseil doit tenir les wampum dans ses mains et s'adresser au côté opposé du feu du Conseil, et devra commencer son discours en disant « Maintenant, regardez-le. Il est maintenant un chef de la Confédération. Regardez sa splendeur. » Un discours peut s'en suivre. À l'issue, il enverra les wampum du côté opposé, et ils devront recevoir la preuve de son serment. Alors seulement le côté opposé pourra dire « Nous te ceignons maintenant du symbole de la chefferie avec les bois de serre. Tu seras maintenant un mentor du peuple de la Confédération des 5 nations. L'épaisseur de ta peau devrait être de 7 longueurs de bras, ce qui veut dire que tu seras immunisé contre la colère, les provocations et la critique. Ton cœur sera empli de paix et de bonne volonté, et ton esprit empli du profond désir du bien-être de ton peuple et de celui de la Confédération. Armé d'une patience sans fin, tu rempliras tes devoirs et ta fermeté sera tempérée par la tendresse que tu éprouveras envers ton peuple. Ni la colère ni la fureur ne pourront pénétrer ton esprit, et tous tes mots et actions seront empreints de calme délibération. Dans toutes tes délibérations au sein du Conseil de la Confédération, dans tes efforts de législateur, dans tous tes actes officiels, l'intérêt particulier sera banni à tout jamais. Ne jette pas par-dessus ton épaule les avertissements de tes neveux et nièces, s'ils devaient te vilipender pour toute erreur ou mauvaise action que tu pourrais commettre, mais toujours retourne vers la loi de la Grande Paix qui est juste et bonne. Regarde, observe et écoute, avec à l'esprit le bien-être du peuple, et aie toujours à l'esprit, non pas seulement le présent, mais aussi les générations futures, même ceux qui ont les visages toujours sous la surface de la terre, les non-nés de la génération future. 29. Lorsqu'un titre de chef va être attribué, le candidat à la chefferie devra fournir la viande de chevreuil cuite, le pain et la soupe de maïs, toute autre chose nécessaire, ainsi que le travail à fournir
pour la fête de la remise du titre. 30. Les chefs de la Confédération peuvent accorder le titre de chef à un candidat à partir du moment où la Grande Loi est récitée, s'il y a un candidat, car la Grande Loi établit toutes les règles. 31. Si un chef de la Confédération devient sérieusement malade et est dans un état critique proche de la mort, les femmes gardiennes de son titre devront aller dans son logis, y prendre les bois de serre, emblème de sa position, et les placer à ses côtés. Si le Créateur l'épargne et s'il se lève de son lit de maladie, il pourra se lever en portant ses bois au front. Les mots suivants devront être employés lorsque les bois de serre sont temporairement enlevés à un chef. Maintenant, camarade chef, le temps est venu de t'approcher dans ta maladie. Nous enlevons pour un temps les bois de serre de ton front. Nous enlevons, temporairement, l'emblème de ta chefferie. La grande loi a décrété qu'aucun chef ne devra finir sa vie avec les bois sur son front. Nous les mettons de ce fait de côté dans cette pièce même. Si le Créateur t'épargne et que tu guéris de ta maladie, alors pourras-tu te lever de ce lit en portant tes bois au front comme auparavant, et tu pourras continuer tes devoirs de chef de la Confédération, et tu pourras de nouveau travailler pour le bien du peuple de la Confédération. 32. Si un chef de la Confédération venait à mourir lorsque le Conseil est en session, celui-ci devra être ajourné pendant 10 jours. Aucun Conseil de la Confédération ne pourra se réunir dans cet intervalle de 10 jours suivant le décès d'un des chefs. Si les 3 frères, les Mohawks, les Onondaga et les Seneca, devaient perdre un de leurs chefs par décès, les jeunes frères, Oneida et Cayuga, devront venir voir les chefs survivants des 3 frères le 10e jour pour les consoler. La consolation, condoléance, devra consister en la lecture des contenus des 13 rangées du wampum d'Ayonwata. À la fin de ce rite, un successeur devra être nommé par les femmes détentrices du titre du chef défunt. Si les femmes ne sont pas encore prêtes à nommer un chef devant les autres chefs, alors le porte-parole devra dire « Venez, sortons ». Tous devront quitter l'endroit de la réunion. L'instauration devra alors attendre jusqu'à ce que les femmes soient prêtes. Le porte-parole devra mener le monde hors de l'endroit en disant « Partons jusqu'à l'orée de la forêt et couchons-nous sur le ventre dans la tente ». Lorsque les femmes ont choisi un successeur parmi leurs fils, les chefs de la Confédération se rassembleront en 2 endroits, les jeunes frères dans un endroit, les vieux frères dans un autre. Les chefs qui devront présenter les condoléances aux chefs en deuil devront choisir l'un d'entre eux pour chanter l'hymne de la pacification, alors qu'ils se déplacent vers les chefs accablés. Le chanteur devra ouvrir le chemin, et les chefs et les gens du peuple devront suivre. Lorsqu'ils atteignent les chefs en deuil, ils devront chérir et féliciter le candidat chef et devront effectuer le rite de l'intronisation du titre de chef. 33. Quand un chef de la Confédération meurt, les membres survivants de sa famille doivent immédiatement envoyer un messager, un membre d'un autre clan, vers les chefs dans une autre localité. Lorsque le coureur arrive à distance de voix de la localité, il devra émettre un son, ululement, triste. Quoi? Le cri devra être répété 3 fois, et encore par intervalle, aussi longtemps que la distance le requiert. Lorsque le coureur arrive au camp, les gens devront se rassembler, et on devra lui demander la nature de son triste message. Il devra alors dire « Réfléchissons ». Puis il devra leur annoncer la mort du chef. Il devra leur donner une ceinture wampum de coquillages et dire « Voici le témoignage. Vous avez entendu le message. » Il pourra ensuite retourner à la maison. Cela devient alors le devoir des chefs de la localité d'envoyer des coureurs messagers vers les autres localités, et chaque autre localité devra envoyer d'autres messagers jusqu'à ce que tous les autres chefs soient avertis. Les coureurs devront voyager jour et nuit. 34. Si un chef meurt et qu'il n'y a pas de candidat qualifié pour prendre sa place au sein de la famille des femmes tenantes du titre, les chefs de la nation devront remettre le titre aux mains d'une famille sœur du clan, jusqu'à ce que la famille originale puisse produire un candidat. Le titre sera alors restauré à son légataire de droit. Aucun titre de chef ne peut être emporté dans la tombe. Les chefs de la Confédération peuvent déposséder un chef décédé de son titre,
même au seuil de la tombe. Élection des chefs de pain. 35. Si un homme quelconque de la nation assiste de par ses capacités uniques ou montre un grand intérêt dans les affaires de la nation, s'il prouve qu'il est sage, honnête et qu'on peut lui porter confiance, les chefs de la Confédération pourront l'élire pour un siège avec eux, et il pourra siéger au Conseil de la Confédération. Il sera proclamé pain et clos pour la nation, et sera investi de cette manière lors de l'assemblée suivante pour l'installation des chefs. S'il devait faire quoi que ce soit contraire à la grande loi de la paix, il ne pourra pas être démis de ses fonctions, personne n'a le droit de le faire, mais à partir de ce moment, tout le monde devra devenir sourd au son de sa voix et à ses conseils. S'il devait démissionner de son siège et de son titre, personne ne peut l'en empêcher. Un chef de pain n'a aucune autorité pour se nommer un successeur, et son titre n'est pas non plus héréditaire. Nom, devoir et droits des chefs de guerre. 36. Les noms de titres des chefs de guerre de la Confédération devront être Ayonwae, chef de guerre sous le chef Takarioken, Mohawk, Kaonwadiron, chef de guerre sous le chef Odachede, Oneida, Ayandes, chef de guerre sous le chef Adodaro, Onondaga, Wenans, chef de guerre sous le chef Dekeyong, Cayuga, Shonera Dowane, chef de guerre sous le chef Skanyadario, Seneca. Les femmes héritières de chaque titre de chef devront être les héritières des titres de chef de guerre de leurs chefs respectifs. Les chefs de guerre devront être sélectionnés parmi les fils éligibles des familles féminines détenant les titres de la chefferie. 37. Il n'y aura qu'un seul chef de guerre pour chaque nation, et leurs devoirs seront de porter des messages pour leur chef et de prendre les armes de la guerre en cas d'urgence. Ils ne devront pas participer au déroulement des affaires du Conseil de la Confédération, mais devront en suivre la progression, et en cas d'une action erronée par un chef, ils devront recevoir les plaintes des gens et donner les avertissements faits par les femmes à l'intéressé. Les personnes qui désirent faire passer des messages au chef de la Confédération, siégeant en conseil, devront le faire au travers du chef de guerre de leur nation. Cela ne devra jamais être approprié pour lui de présenter des affaires, des questions ou des propositions de tierces personnes devant le Conseil de la Confédération. 38. Lorsqu'un chef de guerre meurt, un autre devra être mis en place, suivant la même procédure que celle réinstallant un chef. 39. Si un chef de guerre agit contrairement aux instructions reçues ou contre les provisions de la grande loi de la paix, le faisant en sa qualité, il devra être déposé par les femmes ainsi que par les hommes de sa famille. Les femmes seules, les hommes seuls ou les deux conjointement pourront agir dans ce cas. Les femmes détentrices du titre devront alors choisir un autre candidat pour la position. 40. Lorsque les chefs de la Confédération prennent l'opportunité d'envoyer un messager pour le Conseil, ils devront emballer quelque chose que ce soit qu'ils veulent envoyer et donner des instructions au messager de se rappeler de sa course, de ne pas en dévier, d'aller avec confiance vers sa destination et de délivrer son message en accord avec chaque instruction. 41. Si le message porté par le coureur est l'avertissement d'une invasion, il devra crier « quoi » 2 fois, et répéter ses cris à court intervalle, puis encore à intervalles plus longs. Si un être humain est retrouvé mort, celui qui le trouve ne doit pas toucher son corps et retourner immédiatement à la maison, en criant à intervalles courts « Kowe ». Clan et consanguinité. 42. Parmi les 5 nations et leur postérité, il devrait y avoir les clans originaux suivants: ours, anguille, bécasse, castor, faucon, tortue, daim, héron et loup. Ces clans, répartis au travers de leurs nations respectives, seront les seuls propriétaires et détenteurs de la terre du pays, et en ceci est-elle investie par droit de naissance. 43. Les gens du peuple des 5 nations, appartenant à un certain clan, devront reconnaître chaque autre membre de ce clan, quelle que soit la nation, comme membre de leur famille. C'est pourquoi les hommes et les femmes appartenant à un même clan ne peuvent pas se marier entre eux. 44.
La ligne de descendance des personnes appartenant aux 5 nations se fera par la ligne féminine. Les femmes seront considérées comme les progénitrices de la nation. Elles devront posséder le territoire et la terre. Hommes et femmes devront suivre le statut de la mère. 45. Les héritiers des femmes détentrices des titres de chef dans la Confédération devront être appelés Rotiyane, chef, pour le temps à venir. 46. Les femmes des 48, maintenant 50, familles de Rotiyane, seront les héritières des noms autorisés pour le temps à venir. Quand un enfant des 5 nations a reçu un nom autorisé durant le festival de la mi-hiver ou durant le festival du maïs mûr, un des cousins de l'enfant devra être nommé porte-parole. Il devra alors annoncer à la cousinerie opposée les noms du père et de la mère de l'enfant avec le clan de la mère. Puis le porte-parole devra prononcer le nom de l'enfant 2 fois. L'oncle de celui-ci devra alors le prendre dans ses bras et devra marcher en long et en large en chantant « Ma tête est solide, je suis de la Confédération ». Alors qu'il chante, la cousinerie opposée devra répondre en chantant « Yen, 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 yen » jusqu'à la fin de la chanson. 47. S'il n'y a plus de femme héritière d'un titre de chef de la Confédération, le droit de conservation du titre devra être donné par les chefs de la Confédération à une famille sœur qu'ils devront élire et cette famille devra tenir le nom et le transmettre à leurs héritières femmes. Mais ils ne devront pas nommer un de leurs fils comme candidat à un titre de chef jusqu'à ce que tous les hommes éligibles de l'ancienne famille ne soient plus ou soient devenus inéligibles pour la fonction. 48. Si tous les héritiers pour un titre de chef sont éteints, ainsi que toutes les familles du clan, alors le titre devra être donné par les chefs de la Confédération à une famille d'un clan frère qu'ils devront élire. 49. Si une des femmes héritières du titre de chef devait suspendre volontairement un titre ou refuser de le décerner, ou si de telles héritières abandonnent, oublient ou méprisent leur héritage, alors ces femmes devront être considérées comme enterrées et leur famille éteinte. Le titre devra alors être retourné à une famille ou clan sœur dès la demande et la plainte reçue. Les chefs de la Confédération devront élire la famille ou le clan qui devra retenir le titre pour le futur. 50. Les femmes détentrices du titre de chef par héritage devront élire 2 femmes de leur famille comme cuisinières pour le chef lorsque les gens devront se rassembler dans sa maison pour traiter d'affaires courantes ou tout autre but. Il n'est ni bien ni honorable pour un chef de la Confédération de laisser les gens qu'il a convoqués avoir faim. 51. Lorsqu'un chef tient une réunion dans sa maison, son épouse, si elle le désire, peut préparer le repas pour la réunion des chefs qui se rassemblent avec lui. Ceci est un droit honorable qu'elle peut exercer à sa seule discrétion. 52. Les femmes héritières du titre de chef devront, si cela est nécessaire, corriger et admonester les tenants de leur titre. Seulement celles qui sont en audience du Conseil peuvent procéder de la sorte, et celles qui ne participent pas ne devront faire aucune objection sur ce qui a été dit, ni ne devront faire quoi que ce soit pour entraver une action. 53. Quand les femmes détentrices du titre de chef sélectionnent un de leurs fils comme candidat, elles devront choisir quelqu'un de confiance, de bon caractère, aux honnêtes dispositions, quelqu'un qui gère ses propres affaires, soutient sa propre famille s'il en a une, et qui a prouvé être un homme de confiance pour sa nation. 54. Lorsqu'un titre de chef devient vacant pour cause de mort ou autre cause, les femmes du clan détentrices du titre devront tenir un conseil et devront choisir quelqu'un parmi leurs propres fils pour remplir la fonction vacante. Un tel candidat ne devra pas être le père d'un chef de la Confédération. Si le choix est unanime, le nom est alors référé aux hommes de la famille du clan. S'ils désapprouvent, ce sera leur devoir de sélectionner un candidat approprié. Si les femmes et les hommes ne peuvent pas décider lequel des 2 candidats nommer, alors l'affaire devra passer dans les mains des chefs de la Confédération au sein de ce clan. Ils décideront quel candidat devra être nommé. Si les femmes et les hommes sont d'accord sur le nom d'un candidat, son nom devra être référé au clan frère pour confirmation. Si les clans confirment le choix,
ils devront référer de leur action à leurs chefs de confédération, qui ratifieront le choix et le présenteront à leur cousin chef. Et si les chefs cousins confirment le nom du candidat, alors celui-ci sera intronisé par la cérémonie qui convient afin de lui conférer le titre de chef. Le symbolisme officiel. 55. Un grand tissage de perles de coquillage, auquel les chefs des 5 nations ont équitablement participé, symbolisera la finitude de l'Union et certifiera le serment des nations représentées par les chefs de la Confédération des nations Mohawk, Oneida, Onondaga, Cayuga et Seneca, qui sont toutes unifiées et ont formé un seul corps ou une union appelée Union de la Grande Loi, qu'elles ont établie. Un tissage de perles de coquillage sera le symbole du Conseil du Feu et de la Confédération des 5 nations. Le chef que le Conseil des gardiens du feu appointera comme porte-parole au début de la session du Conseil devra tenir la ceinture de nacre dans ses mains en parlant. Quand il a fini de parler, il déposera la ceinture sur un endroit élevé ou sur un poteau, de façon à ce que les chefs assemblés et les gens puissent la voir et sachent que le Conseil est ouvert et en cours de session. Lorsque le Conseil est ajourné, le chef qui a été nommé par ses camarades chefs pour le fermer devra prendre la ceinture dans ses mains et s'adresser à l'assemblée des chefs. Ainsi se terminera le Conseil jusqu'à un moment et un endroit décidé par le Conseil. Alors la ceinture devra être placée dans un endroit sûr. Tous les 5 ans, les chefs de la Confédération des 5 nations et le peuple devront se rassembler et se demander les uns les autres si leurs esprits sont toujours dans la même vague d'unité pour la grande loi unificatrice et si une des 5 nations ne veut pas continuer à prêter serment d'unité. Alors la grande loi unificatrice devra être dissoute. 56. 5 rangées de coquillages attachés ensemble, pour n'en former qu'une, devront représenter les 5 nations. Chaque rangée représentera une nation, et l'ensemble un territoire complètement unifié, connu sous le nom de territoire de la Confédération des 5 nations. 57. 5 flèches devront être solidement attachées ensemble, chaque flèche représentant une nation. Comme les 5 flèches solidement attachées, ceci symbolisera l'union complète des nations. Ainsi sont complètement unifiées les 5 nations et imbriquées les unes dans les autres, unies en une tête, un corps et un esprit. C'est pourquoi elles devront travailler, légiférer et entrer en conseil ensemble pour l'intérêt des générations futures. Les chefs de la Confédération devront manger ensemble, dans un bol commun, le mets préparé de la queue de castor cuite. Lorsqu'ils mangent, ils ne peuvent pas utiliser d'ustensiles tranchants, car s'ils le faisaient, ils pourraient accidentellement se blesser, et alors un bain de sang s'ensuivrait. Toutes mesures appropriées doivent être prises pour absolument éviter que le sang coule. 58. Les chefs des 5 nations se trouvent maintenant debout en cercle, se tenant par les mains. Ceci signifie et garantit que si un des chefs de la Confédération quitte le Conseil et cette Confédération, ses bois de serre, emblème de son titre de chef, ainsi que ses droits de naissance, devront être hébergés sur les bras des chefs de l'Union dont les mains sont jointes. Il renonce à son titre. Les bois de serre tombent de son front, mais restent au sein de la Confédération. Une autre signification est que si à un moment donné, un des chefs de la Confédération choisit de se soumettre à la loi d'un peuple étranger, il n'est plus dans, mais en dehors de la Confédération, et on devra dire des personnes de cette classe qui se sont aliénées. De même, de telles personnes qui se soumettent aux lois de nations étrangères doivent abandonner leurs droits et appartenance à la Confédération des 5 nations et son territoire. Vous, les chefs de la Confédération des 5 nations, demeurez fermes de façon à ce que si un arbre tombe sur vos bras joints, il ne pourra pas vous séparer ou affaiblir votre poigne. Ainsi se préservera la force de l'union. 59. Une ceinture tissée de nacre de coquillage wampum, d'une largeur de 3 mains, la moitié supérieure blanche, la moitié inférieure noire, faite à contribution égale par les hommes des 5 nations, sera la manifestation physique de ce que les gens ont fusionné en une tête, un corps et une pensée. Cela symbolisera aussi leur ratification du pacte de paix de la Confédération, où les chefs des 5 nations ont établi la grande paix. La portion blanche des nacres
représente les femmes, tandis que la portion noire représente les hommes. La portion noire est de plus le signe du pouvoir investi chez les hommes des 5 nations. Cette ceinture wampum investit le peuple du droit de corriger leurs chefs errants. Dans le cas d'une partie où tous les chefs s'engagent sur un chemin qui n'est pas embrassé par le peuple, et qu'ils ne considèrent toujours pas le 3e avertissement donné par les femmes de leur famille, alors l'affaire devra être portée devant le Conseil général des femmes des 5 nations. Si les chefs notifiés et avertis 3 fois ne rentrent toujours pas dans le rang, alors l'affaire devra être portée devant les hommes des 5 nations. Les chefs de guerre devront alors, par droit et suivant l'autorité qui leur est conférée, entrer le conseil ouvert pour avertir le ou les chefs de retourner sur le droit chemin. Si les chefs incriminés entendent le conseil, ils devront dire « Nous répondrons demain ». Si une réponse favorable est ensuite donnée en faveur de la justice et en accord avec la grande loi de la paix, alors les chefs devront de nouveau prêter allégeance en fournissant chacun des ceintures wampum requises. Alors les chefs de guerre ou les chefs devront exhorter les chefs errants d'être justes et bons. Si les chefs devaient refuser d'entendre le 3e avertissement, 2 options sont alors possibles. Soit les hommes peuvent décider en conseil de déposer le ou les chefs, ou de les frapper à mort avec leur massue de guerre. S'ils décident dans leur conseil de prendre la première option, le chef de guerre devra s'adresser aux chefs intéressés et leur dire « Puisque vous, chefs des 5 nations, avez refusé de retourner dans le bon processus de la Constitution, nous déclarons dès maintenant vos positions vacantes. Nous vous retirons vos bois de serre, symbole de votre chefferie, et d'autres devront être choisis pour siéger à vos places. Laissez donc place libre. » Si les hommes en conseil devaient choisir la seconde option, le chef de guerre devra ordonner à ses hommes d'entrer dans le conseil et de prendre position aux côtés des chefs errants, s'asseyant entre eux si possible. Lorsque ceci est fait, le chef de guerre tiendra alors à bout de bras le wampum noir et dira au chef errant « Eh bien maintenant, chef des 5 nations, oyez ces derniers mots de vos hommes. Vous n'avez pas tenu compte des avertissements des femmes de vos familles. Vous n'avez pas tenu compte des avertissements du Conseil général des femmes, et vous n'avez pas non plus tenu compte des avertissements des hommes de vos nations, qui tous insistaient pour que vous retourniez sur le chemin de l'action juste. Puisque vous êtes déterminés à résister et à ne pas rendre justice à votre peuple, il n'y a plus qu'une seule façon d'agir pour nous. » À ce moment, le chef de guerre laissera tomber le wampum noir, et les hommes devront se lever d'un bond et battre à mort les chefs errants. Chaque chef errant peut se soumettre avant que le wampum noir ne soit lâché. Son exécution sera immédiatement suspendue. Le wampum noir ici utilisé symbolise que le pouvoir d'exécuter est enterré, mais qu'il peut encore être déterré par les hommes. Il est enterré, mais lorsque l'occasion se présente, ils peuvent le déterrer et en dériver leur pouvoir et leur autorité pour agir comme ici prescrit. 60. Une large ceinture wampum, sombre, de 38 rangées, ayant un cœur blanc en son centre, et de part et d'autre 2 carrés blancs, tous connectés avec le cœur par des rangées de nacre blanche, sera l'emblème de l'unité des 5 nations. Note, il s'agit de la ceinture d'Ayawata. Le premier carré à gauche représente la nation Mohawk et son territoire. Le second carré à gauche, près du cœur, représente la nation Oneida et son territoire. Le cœur blanc au milieu représente la nation Onondaga et son territoire. Il veut aussi dire que le cœur des 5 nations est solidaire dans sa loyauté à la Grande Paix, que la Grande Paix est logée dans le cœur, c'est-à-dire avec les chefs Onondaga, et que le feu du Conseil doit y brûler pour les 5 nations. De plus, cela veut dire que l'autorité est donnée pour faire avancer la cause de la paix, et que les nations hostiles, en dehors de la Confédération, devront cesser la guerre. Le carré blanc à droite du cœur représente la nation Cayuga et son territoire, et le 4e et dernier carré à droite représente la nation Seneca et son territoire. Le blanc symbolisera ici qu'aucune pensée maléfique ou de jalousie ne viendra s'immiscer dans l'esprit des chefs lorsqu'ils sont réunis en conseil, sous les auspices de la Grande Paix. Le blanc, emblème de la paix, de l'amour, de la compassion et de l'équité, entoure et garde les 5 nations. 61. Qu'une grande calamité menace les générations naissantes et vivantes des 5 nations.
Alors celui qui est capable de grimper en haut de l'arbre de paix devra le faire. Lorsqu'il sera arrivé en haut de l'arbre, il devra regarder dans toutes les directions. Et s'il voit des choses malfaisantes s'approcher, il devra alors appeler le peuple des 5 nations, rassemblé au pied de l'arbre, et devra dire « Une calamité menace votre bonheur. » C'est alors que les chefs devront se réunir en conseil et discuter de ce malheur à venir. Lorsque toute la vérité au sujet du trouble se profilant est connue et prouvée, alors le peuple devra chercher un arbre de Karonkagona, orme des marécages, et lorsqu'ils l'auront trouvé, ils devront rassembler leurs têtes toutes ensemble et se loger pour un temps parmi ses racines. Ensuite, leurs travaux finis, ils pourront espérer le bonheur pour bien des jours après. 62. Quand le Conseil de la Confédération des 5 Nations déclare une lecture des ceintures wampum rappelant ces lois, ses membres devront fournir au lecteur un matelas spécial de lecture en fibre de chanvre sauvage. Le matelas ne devra pas être utilisé à nouveau, car une telle formalité est appelée en honneur de l'importance de la loi. 63. Si 2 fils de côtés opposés au feu du Conseil se mettent d'accord sur le désir d'entendre la loi de la paix leur être récitée et ainsi rafraîchir leur mémoire sur la façon édictée par le fondateur de la Confédération, ils devront en notifier Adodaro. Celui-ci devra ensuite consulter 5 de ses chefs coactifs qui devront consulter 8 de leurs frères. Ils devront ensuite décider d'acquiescer à la demande des 2 fils des côtés opposés du feu du Conseil. Adodaro devra envoyer des messagers pour avertir les grands chefs de chacune des 5 nations. Ensuite, ils devront envoyer leurs chefs de guerre pour notifier leurs frères et cousins chefs de la réunion, du jour et de l'heure de sa tenue. Quand tous sont arrivés et sont en réunion, Adodaro, en conjonction avec ses cousins chefs, devra nommer un chef qui devra réciter la grande loi de la paix. Ensuite, ils devront annoncer qui ils ont choisi pour le récit de la grande loi aux 2 fils. Ensuite, celui qui a été choisi devra réciter les lois de la grande paix. 64. À la cérémonie d'intronisation des chefs, s'il n'y a qu'un seul réciteur et chanteur expert de la loi et de l'hymne de la pacification à se tenir devant le feu du Conseil, alors lorsque ce réciteur et chanteur a fini de s'adresser d'un côté du feu, il devra se rendre de l'autre côté et répondre à ses propres discours et chansons. Il agira ainsi pour les 2 côtés du feu, jusqu'à ce que la cérémonie complète soit achevée. Un tel réciteur et chanteur sera appelé 2 visages, parce qu'il récite et chante pour les 2 côtés du feu du Conseil. 65. Moi, Decanavida et les chefs de l'Union déracinons le plus grand des sapins, et dans la dépression du sol de ses racines, y déposons toutes les armes de la guerre. Dans les profondeurs de la terre, sous les courants profonds souterrains de cette eau coulant dans des régions inconnues, nous scellons toutes les armes de la discorde. Nous les enterrons hors de la vue de tous, et nous replantons l'arbre. Ainsi est établie la grande paix, et les hostilités ne seront plus entre les 5 nations. La paix régnera sur les peuples unifiés. Les lois de l'adoption. 66. Le père d'un bel enfant, d'un enfant intelligent, à grande capacité ou aimé spécialement à cause de certaines circonstances pourra, par la volonté du clan de l'enfant, choisir un nom de son clan, père, et l'officialiser par une cérémonie, comme cela est prévu. Ce nom ne sera que temporaire et sera appelé un nom porté autour du cou. 67. Si une personne, membre de la Confédération des 5 Nations, estime particulièrement un homme ou une femme d'un autre clan ou d'une nation étrangère, elle pourra choisir un nom et l'adresser à cette personne estimée. La prise de nom se fera en accord avec la cérémonie d'officialisation des noms. Un tel nom n'est que temporaire et sera appelé nom porté autour du cou. Une courte cordelette de coquillage devra être délivrée avec le nom, afin d'officialiser et d'archiver l'événement. 68. Si un membre quelconque des 5 nations, une famille ou une personne appartenant à une nation étrangère, soumettent une proposition d'adoption dans un clan d'une des 5 nations, il devra fournir une cordelette de coquillage d'une longueur d'une envergure de bras,
comme promesse au clan dans lequel il veut être adopté. Les chefs de la nation devront alors considérer officiellement la proposition et prendre une décision. 69. Un membre quelconque des 5 nations qui, par estime ou autre sentiment, désire adopter un individu, une famille ou un nombre de familles, peut lui leur proposer l'adoption et si elle est acceptée, alors l'affaire devra être portée à l'attention des chefs pour confirmation, et les chefs devront alors confirmer l'adoption. 70. Lorsque l'adoption de quelqu'un a été confirmée par les chefs de la nation, les chefs devront s'adresser au peuple de leur nation et dire « Maintenant, vous et notre nation devez être informés qu'une telle personne, telle famille au pluriel, ont cessé à tout jamais de porter le nom de leur nation de naissance, et l'ont enfoui profond dans la terre. En conséquence, ne laissons jamais quiconque de notre nation mentionner le nom de la nation originelle de leur naissance. Faire cela serait précipiter la fin de notre paix. » Les lois d'émigration. 71. Quand une personne ou une famille appartenant à la Confédération des 5 nations désire abandonner leur nation de naissance et le territoire des 5 nations, ils doivent en informer les chefs de leur nation et le Conseil confédéral devra en prendre connaissance. 72. Quand une personne ou une famille ou quiconque des 5 nations émigre et réside dans une région distante du territoire des 5 nations, les chefs de la Confédération pourront, selon leur volonté, envoyer un messager portant une large ceinture wampum noire, et lorsque le messager arrive, il devra rassembler les gens ou s'adresser à eux personnellement en montrant la ceinture de coquillage, et ils sauront alors que ceci est un ordre pour eux de retourner dans leur maison d'origine, et autour du feu des conseils. Titre de propriété. 73. La terre, le sol d'un bout à l'autre du territoire est la propriété du peuple qui l'habite. Par droit de naissance, Ongweonwe, les êtres originaux de la terre, sont les propriétaires du sol qui leur appartient et qu'ils occupent, et personne d'autre ne pourra le posséder. La même loi a été maintenue depuis des temps immémoriaux. Le grand Créateur nous a fait du même sang et du même sol, et comme seulement des langages différents constituent la différence entre les nations, il a établi différents terrains de chasse et territoires et a mis des lignes de séparation entre eux. 74. Quand une nation étrangère ou un individu sont admis au sein des 5 nations, l'admission doit être comprise comme n'étant que temporaire. Si la nation ou la personne crée une perte, une mauvaise action ou cause une souffrance quelconque qui pourrait mettre en danger la paix au sein de la Confédération, les chefs confédérés devront demander à un de leurs chefs de guerre de le ou les réprimander, et si une offense similaire est de nouveau commise, alors la partie qui a offensé devra être chassée du territoire des 5 nations. 75. Quand un membre d'une nation étrangère vient en territoire des 5 nations, et y cherche refuge et la résidence permanente, les chefs de la nation qui l'a accueilli devront étendre l'hospitalité et faire de cette personne un membre de cette nation. Des droits égaux lui seront alors accordés en toute matière, sauf celles ci-après mentionnées. 76. Une personne étrangère qui a été adoptée temporairement n'aura pas le droit de voter au Conseil des chefs de la Confédération, car seuls ceux qui ont été investis comme chefs peuvent le faire. Les étrangers n'ont rien par le sang pour leur faire revendiquer le vote, et s'ils devaient l'obtenir, sans connaître toutes les traditions de la Confédération, cela pourrait être au détriment de la Grande Paix. De cette manière, la Grande Paix pourrait être mise en danger et peut-être même détruite. 77. Quand les chefs de la Confédération décident d'admettre une nation étrangère et qu'une adoption est effectuée, les chefs doivent alors informer la nation adoptée que son admission n'est que temporaire. Ils doivent aussi dire à la nation qu'elle ne doit jamais essayer de contrôler, d'interférer avec ou de blesser les 5 nations, ni avoir de mauvais égards pour la Grande Paix ou quelque règle de sa coutume que ce soit, qu'en aucun cas elle ne devra perturber ou causer une blessure. Si la nation adoptée devait déroger à ces injonctions, alors son adoption sera annulée et elle sera expulsée.
L'expulsion devra se passer de la façon suivante. Le Conseil devra nommer un de ses chefs de guerre pour porter le message d'annulation et il devra dire « Vous, nom de la nation, écoutez-moi tandis que je vous parle. Je suis ici pour vous informer une fois de plus d'une décision du Conseil des 5 nations. Vous aviez pris connaissance précédemment de cette mesure. Maintenant, les chefs des 5 nations ont décidé de vous expulser et de vous exiler. Nous vous renions maintenant et annulons votre adoption. Vous devez donc chercher un chemin de départ et vous devez mener vos gens hors du territoire. C'est vous et non pas nous qui avez fait une mauvaise action et causé cette sentence d'annulation. Allez donc sur votre chemin et partez du territoire de la Confédération des 5 nations. 78. À chaque fois qu'une nation entre dans la Confédération ou accepte la Grande Paix, les 5 nations et la nation étrangère devront entrer en un accord par lequel la nation étrangère devra prendre en charge de persuader d'autres nations d'accepter la Grande Paix. Les droits et pouvoirs de guerre. 79. Skanavati sera investi de double fonction, devoir et autorité. Une moitié de son être devra tenir sa fonction de chef et l'autre moitié celle de chef de guerre. En cas de guerre, il devra notifier les 5 chefs de guerre de la Confédération et leur commander de se préparer à la guerre, qu'ils aient leurs hommes prêts au temps et à l'endroit prescrit pour l'engagement avec l'ennemi de la Grande Paix. 80. Lorsque le Conseil de la Confédération des 5 nations a pour but l'établissement de la Grande Paix parmi le peuple d'une nation étrangère, et que cette nation refuse d'accepter la Grande Paix, par ce refus, elle amène sur elle une déclaration de guerre de la part des 5 nations. Les 5 nations devront alors établir la Grande Paix par la conquête de la nation discordante. 81. Lorsque les hommes des 5 nations, maintenant appelés à devenir guerriers, sont prêts pour la bataille contre une nation obstinée qui a refusé d'accepter la Grande Paix, alors un des 5 chefs de guerre devra être choisi par les guerriers des 5 nations pour mener leur armée à la guerre. Il sera du devoir du chef de guerre choisi de se tenir devant les guerriers et de leur parler. Son but sera de motiver les guerriers à la nécessité d'une bonne attitude et d'une obéissance stricte au commandement des chefs de guerre. Il devra délivrer un discours les exhortant au plus grand zèle de bravoure et de courage, et de ne jamais se rendre coupable de couardise. À la conclusion de son discours, il devra commencer à marcher et commencer à chanter le chant de guerre de la sorte. Je suis maintenant très surpris et vais donc l'utiliser, ce pouvoir de mon chant de guerre. Je suis les 5 nations, et je supplie le Créateur tout-puissant. Il a assemblé cette armée, mes guerriers seront pétris du courage du Créateur. Ils sont entre lui et mon chant, car c'est lui qui a donné ce chant de guerre que je chante. 82. Lorsque les guerriers des 5 nations sont en expédition contre l'ennemi, le chef de guerre devra chanter le chant de guerre alors qu'il approche le pays ennemi, et ne cessera de chanter tant que ses éclaireurs ne lui ont dit que l'armée est proche de l'ennemi, et de ses lignes. C'est alors que le chef de guerre devra approcher l'endroit très précautionneusement et se préparer à l'attaque. 83. Lorsque la paix sera établie après la fin de la guerre contre la nation étrangère, alors le chef de guerre devra faire en sorte que toutes les armes de guerre soient retirées à cette nation. Alors la grande paix sera établie et cette nation observera les lois de la grande paix pour les temps à venir. 84. Dès qu'une nation étrangère est conquise, ou a d'elle-même accepté la grande loi de la paix, leur propre système de gouvernance interne continuera, mais elle devra cesser tout acte de guerre contre toute autre nation. 85. Si une guerre contre une nation étrangère est poussée jusqu'au stade où cette nation est en passe d'être exterminée à cause de son refus d'accepter la grande paix, et si cette nation doit par son obstination être exterminée, tous ses droits, propriétés et territoires deviendront la propriété des 5 nations. 86. À chaque fois qu'une nation étrangère est conquise, et les survivants amenés dans le territoire des 5 nations, et placés sous les auspices de la grande paix, les deux devront être connus sous les vocables de conquérant et de conquis. Une relation symbolique devra être établie, et placée dans une position symbolique.
La nation conquise n'aura pas de voix dans les conseils de la Confédération et dans le corps des chefs. 87. Quand la guerre des 5 nations contre une nation étrangère rebelle a pris fin, la paix devra être restaurée dans cette nation en lui enlevant toute arme de guerre. Ceci sera effectué par le chef de guerre des 5 nations. Lorsque tous les termes de la paix auront été agréés, une amitié devra alors être établie. 88. Lorsque la proposition d'établir la grande paix est faite à une nation étrangère, ceci doit être fait au sein d'un conseil tenu mutuellement. La nation étrangère devra être persuadée par la raison et sera sollicitée avec insistance d'en venir à la grande paix. Si les 5 nations échouent d'obtenir le consentement de la nation au premier conseil, un second conseil devra se tenir, et en cas de second échec, un troisième conseil devra se tenir, et ce troisième conseil mettra fin à la méthode de persuasion pacifique. Durant le troisième conseil, le chef de guerre des 5 nations devra s'adresser au chef de la nation étrangère et lui demander par 3 fois d'accepter de rejoindre la grande paix. Si un refus s'ensuit, le chef de guerre devra alors laisser tomber la poignée de coquillages de lac blanc qu'il tiendra dans sa main tendue. Il devra alors bondir rapidement en avant et tuer le chef contrevenant avec sa massue de guerre. La guerre sera alors déclarée et le chef de guerre devra avoir ses guerriers derrière lui pour faire face à toute urgence. La guerre devra continuer jusqu'à ce que la confrontation soit gagnée par les 5 nations. 89. Lorsque les chefs des 5 nations proposent de rencontrer une nation étrangère en conseil avec des propositions d'acceptance de la grande paix, un groupe important de guerriers devra se cacher dans un endroit sûr, à l'abri des espions de la nation étrangère, mais suffisamment proche pour pouvoir intervenir. 2 guerriers devront accompagner le chef de la Confédération, qui porte des propositions, et ces 2 guerriers devront être particulièrement rusés. Si le chef devait être attaqué, ces 2 guerriers devraient retourner très vite vers l'armée de guerriers, avec la nouvelle de cette calamité, qui énonce la trahison de la nation étrangère. 90. Lorsque le Conseil des 5 nations déclare la guerre, tout chef de la Confédération peut rejoindre les guerriers en renonçant temporairement à son titre sacré de chef qu'il détient de son élection par les femmes de sa famille. Le titre de chef retourne alors aux femmes qui peuvent l'accorder temporairement à un autre fils de leur choix jusqu'à la fin de la guerre, et lorsque le chef, s'il est toujours en vie, peut reprendre son titre et siéger de nouveau au Conseil. 91. Une certaine ceinture wampum de nacre noire devra être l'emblème de l'autorité qu'ont les 5 chefs de guerre pour prendre les armes de guerre et de résister à l'invasion avec leurs hommes. Ceci sera appelé une guerre de défense du territoire. Trahison ou sécession d'une nation. 92. Si une nation, partie d'une nation ou plus d'une nation au sein des 5 nations, se mettait en tête de détruire la grande paix de quelque manière que ce soit, en négligeant ou violant ses lois, et que ceci ait pour résultat la dissolution de la Confédération, une telle nation ou de telles nations seront coupables de haute trahison et appelées ennemis de la Confédération et de la grande paix. Il sera alors du devoir des chefs de la Confédération, demeurant loyaux, de prévenir les personnes contrevenantes. Ils seront mis en garde une fois, et si un second avertissement s'avère nécessaire, alors ils seront chassés du territoire de la Confédération par les chefs de guerre et leurs hommes. Droit du peuple des 5 nations. 93. À chaque fois qu'une chose de la plus haute importance ou d'une grande urgence est présentée devant le Conseil de la Confédération, et que la nature de l'affaire affecte le corps entier des 5 nations, menaçant celle-ci de ruine ou de perdition, alors les chefs de la Confédération devront soumettre l'affaire à la décision de leur peuple, et la décision du peuple devra affecter la décision du Conseil confédéral. Cette décision sera alors la confirmation de la voix du peuple. 94. Les hommes de chaque clan des 5 nations devront avoir un feu de conseil allumé en permanence, en préparation d'un conseil de clan. Lorsqu'il semble nécessaire de se réunir en conseil pour discuter du bien-être des clans, alors les hommes pourront se rassembler autour du feu. Ce conseil aura les mêmes droits que le conseil des femmes. 95. Les femmes de chaque clan des 5 nations devront avoir un feu de conseil brûlant en permanence en prévision de la réunion d'un conseil de clan. Quant à leur avis,
Cela devient nécessaire pour l'intérêt du peuple. Alors elles devront tenir conseil, et leurs décisions et recommandations devront être introduites devant le conseil des chefs par le chef de guerre pour y être considérées. 96. Tous les feux de conseil de clan d'une nation ou des 5 nations peuvent s'unir en un grand feu de conseil général, où des délégués de tous les feux de conseil peuvent être nommés pour s'unifier dans un conseil général pour y discuter des intérêts du peuple. Le peuple aura le droit de nommer ou de déléguer son pouvoir à des membres de la communauté. Lorsque leur conseil aura atteint une conclusion en quelque sujet que ce soit, leur décision sera rapportée au conseil de la nation ou celui de la confédération, selon le cas, par le ou les chefs de guerre. 97. Avant que le véritable peuple unisse leur nation, chaque nation avait ses feux de conseil. Avant la Grande Paix, les conseils se tenaient. Les feux du Conseil des 5 continueront de brûler comme avant, ils ne sont pas éteints. Les chefs de chaque nation, dans le futur, devront résoudre les affaires de leur nation à ce feu de conseil toujours gouverné par les lois et les réglementations du Conseil de la Confédération et par la Grande Paix. 98. Si un neveu ou une nièce observe une irrégularité dans la performance des fonctions de la Grande Paix et de ses lois, soit au Conseil confédéral ou dans l'attribution des titres de chef, ils peuvent demander par le truchement du chef de guerre que des corrections soient apportées et que les choses soient faites conformément aux façons prescrites par la grande loi de la paix. Protection des cérémonies religieuses. 99. Les rites et festivals de chaque nation devront rester intacts et continueront comme auparavant parce qu'ils ont été donnés au peuple, il y a très longtemps, comme étant de bonnes choses nécessaires pour le bien des gens. 100. Il sera du devoir des chefs de chaque confrérie de conférer à l'approche de chaque période de remerciement, de la mi-hiver, et de notifier leur peuple du prochain festival. Ils devront tenir conseil à ce sujet, et s'occuper de tous les détails, et commencer le remerciement 5 jours après la lune nouvelle de Discona. Le peuple devra s'assembler à l'endroit dit, et les neveux devront notifier les gens du quand et du où. Du début à la fin du festival, les chefs présideront au remerciement et s'adresseront au peuple de temps en temps. 101. Il sera du devoir des personnes en charge des festivals de remerciement de faire tout ce qui doit l'être pour ces occasions. Les festivals reconnus pour le remerciement devront être ceux de la mi-hiver, du remerciement pour le sirop d'érable, pour le sarclage du maïs, le petit festival du maïs vert, le grand festival du maïs mûr et le grand remerciement pour la moisson. Tous les festivals de chaque nation devront se tenir dans leur longue maison. 102. Lorsque le remerciement pour le maïs vert est arrivé, les responsables spécifiques, hommes et femmes, devront faire très attention de remplir leurs devoirs correctement. 103. Lorsque le festival de remerciement pour le maïs mûr se déroule, les chefs de la nation doivent y donner la même attention que celle apportée pour le remerciement de la mi-hiver. 104. Chaque fois qu'un homme se réalise par sa vie exemplaire et sa connaissance des bonnes choses, qu'il est un enseignant naturel des bonnes choses, il devra être reconnu par les chefs comme un enseignant de la paix et de la religion, et le peuple devra l'écouter. Le chant d'intronisation. 105. Le chant utilisé pour introniser un nouveau chef de la Confédération devra être chanté par Adodaro, comme suit. Ai, ai, aguawio, ai. Ai, akone wata, ai. Ai, squaweye segowa, ai. Ai, yongwa, wi, ai. Ai, yakonhewe, ta. Ai, ai. Cela est très bon en fait. Aïe, aïe, c'est un balai. Une grande aile. Aïe, aïe, elle m'est donnée. Aïe, aïe, comme instrument de balayage. 106. À chaque fois qu'une personne ayant le droit d'apprendre le chant de la pacification a le privilège de pouvoir le faire, mais il devra préparer un festin auquel participeront avec lui ses professeurs et chanteront. Le festin est donné pour qu'aucune mauvaise fortune ne leur échoie pour avoir chanté le chant en une occasion où le chef n'est pas instauré. Protection de la maison. 107.
Un certain signe conventionnel devra être connu de toute personne des 5 nations, signe qui dénotera que l'occupant de la maison est absent. Un bâton ou une perche dans une position inclinée ou barrant le chemin sera ce signe. Toute personne qui n'a aucune raison d'entrer dans la maison de par le droit conféré à ceux qui y vivent ne devra pas approcher de la maison présentant un tel signe, ni de jour ni de nuit, et devra rester à une distance respectable de la maison. Les adresses funéraires. 108. Aux funérailles d'un chef de la Confédération, dites ceci. Maintenant, nous nous réconcilions alors que tu t'en vas. Tu fus un chef de la Confédération des 5 nations, et le peuple unifié avait confiance en toi. Maintenant, nous te libérons, car c'est un fait que nous ne pouvons plus marcher ensemble sur cette terre. Ainsi, nous déposons ta dépouille ici. Ici, nous l'abandonnons. Maintenant, nous te disons, persévère vers l'endroit où le Créateur va camper. Ne laisse pas les choses terrestres t'importuner. Ne laisse rien de ce qui transpirait lorsque tu vivais t'importuner. Tu as pris plaisir à chasser. Tu as pris du plaisir en jouant à la crosse, et ton esprit s'est amusé dans les fêtes et les occasions plaisantes. Mais maintenant, ne laisse pas les pensées de ces choses te donner quelque trouble que ce soit. Ne laisse pas ta famille t'importuner, et ne laisse pas non plus tes amis et associés troubler ton esprit. Ne regarde rien de tout cela. Maintenant, vous ici présents qui étiez reliés à cet homme, et vous qui étiez ses amis et associés, regardez le chemin qui est aussi le vôtre. Bientôt nous serons nous-mêmes laissés en cet endroit. Pour cette raison, restreignez-vous en allant de place en place, ne cachez rien dans vos conversations ni dans vos actions. Ne pratiquez pas la langue de bois ni le commérage. Faites attention à cela et ne parlez pas. Ne vous abandonnez pas à de mauvaises attitudes. Vous devrez vous abstenir de frivolités inutiles pendant 1 an. Mais si vous ne pouvez pas le faire en guise de cérémonie, alors 10 jours de respect pour ces choses sont requis. 109. Aux funérailles d'un chef de guerre, dites. Maintenant nous sommes réconciliés alors que tu t'en vas. Tu fus un chef de guerre de la Confédération des 5 nations, et le peuple unifié avait confiance en toi, pour le garder de ses ennemis. Le reste demeure identique à l'adresse funéraire pour un chef de la Confédération. 110. Aux funérailles d'un guerrier, dites. Maintenant nous sommes réconciliés alors que tu t'en vas. Tu fus un protecteur dévoué de ta famille, et tu as toujours été prêt à prendre part aux batailles pour la Confédération des 5 nations. Le peuple unifié avait confiance en toi. Le reste demeure identique à l'adresse funéraire pour un chef de la Confédération. 111. Aux funérailles d'un jeune homme, dites. Maintenant nous sommes réconciliés alors que tu t'en vas. Au tout début de ta carrière es-tu pris, et la fleur de ta vie s'est fanée trop vite. Le reste demeure identique à l'adresse funéraire pour un chef de la Confédération. 112. Aux funérailles d'une femme chef, dites. Maintenant nous sommes réconciliés alors que tu t'en vas. Tu fus une femme chef de la Confédération des 5 nations. Tu fus une mère des nations. Maintenant nous te libérons, car il est vrai que nous ne pouvons plus marcher ensemble sur cette terre. Ainsi nous déposons ici ta dépouille. Nous l'abandonnons ici. Maintenant nous te disons, persévère vers l'endroit où le Créateur va camper. Ne laisse pas les choses terrestres t'importuner. Ne laisse rien qui transpirait lorsque tu vivais t'importuner. Prendre soin de ta famille était un devoir sacré pour toi et tu étais fidèle. Tu étais une parmi les plus héritières des titres de chef. Tu participais aux fêtes et tu as eu bien des occasions plaisantes. Le reste demeure identique à l'adresse funéraire pour un chef de la Confédération. 113. Aux funérailles d'une femme, dites. Maintenant nous sommes réconciliés alors que tu t'en vas. Tu fus une femme dans la fleur de la vie, et sa floraison est maintenant terminée. Tu as tenu la position sacrée de mère de la nation. Prendre soin de ta famille était un devoir sacré pour toi, et tu étais fidèle. Tu participais aux fêtes, et tu as eu bien des occasions plaisantes. Le reste demeure identique à l'adresse funéraire, pour un chef de la Confédération. 114. Aux funérailles d'une jeune femme, dites. Maintenant nous sommes réconciliés alors que tu t'en vas. Tu étais un tendre bouton de fleurs qui a réjoui nos cœurs pour seulement quelques jours. Maintenant la floraison s'est arrêtée. Ne laisse rien des choses qui ont transpiré sur terre t'importuner.
Ne laisse rien de ce qui t'est arrivé lors de ta vie t'importuner. Le reste demeure identique à l'adresse funéraire pour un chef de la Confédération. 115. Quand un nouveau-né meurt dans les 3 jours de sa naissance, le deuil doit continuer pendant 5 jours. Ensuite, vous devrez rassembler les petits garçons et les petites filles dans la maison du deuil, et durant la fête des funérailles, un orateur devra s'adresser aux enfants et leur dire de continuer à être joyeux, bien que la tristesse ait été jetée sur eux au travers de cette mort. Que les nuages noirs s'envolent et que le grand ciel bleu soit de nouveau visible. Ils seront ainsi de nouveau en paix dans la clarté du soleil. 116. Lorsqu'une personne décédée est amenée sur le lieu d'enterrement, le porte-parole du côté opposé du Conseil du Feu devra remonter le moral de la famille privée d'un être cher et raviver leur feu de la paix, les motiver de remettre de l'ordre dans leur maison, pour une fois de plus revenir dans la clarté, après que les ténèbres les aient enveloppés. Il leur dira que les nuages noirs s'envoleront et que le grand ciel bleu sera de nouveau visible. C'est pourquoi ils seront de nouveau en paix dans la lumière du soleil. 117. 3 lignes de nacre de coquillage d'une longueur de bras, chacune seront employées pour s'adresser à l'assemblée aux funérailles d'un mort. Le porte-parole devra dire « Oyez, vous tous assemblés, ce corps va être recouvert. Rassemblez-vous en cet endroit de nouveau dans 10 jours, et c'est la parole du Créateur de ce que le deuil doive cesser après que 10 jours se soient écoulés. » Ensuite une fête sera donnée. Puis, à l'expiration des 10 jours, le porte-parole devra dire « Continuez à écouter, vous qui êtes ici. Les 10 jours de deuil sont achevés, et vos esprits doivent maintenant se libérer de la tristesse qui échoua lors de la disparition d'un membre de la famille. Les membres de la famille ont décidé de compenser un peu ceux qui ont assisté et aidé à ces funérailles. Ceci n'est qu'une simple expression de remerciement. Ceci est pour la personne qui a fait la cuisine, alors que le corps reposait dans la maison. Laissons-la venir devant l'assemblée pour recevoir ce cadeau, et qu'elle soit relevée de sa tâche. En substance, ceci devra être répété pour chaque personne qui a assisté, de quelque manière que ce soit, jusqu'à ce que tout le monde ait été honoré. Fin, dit par Émile Berlerme.